What's up guys, deuxième épisode de la micro-série sur la nutrition. Alors Bam et moi aujourd'hui on parle de carbs, on parle d'un paquet d'affaires, le rôle des carbs pour les athlètes, est-ce que on en a besoin, comment savoir, comment nous fonctionne les tests pour chacun. Bam et moi on parle aussi d'un paquet de facteurs comme la santé, le diabète et ainsi de suite. C'est une conversation qui est vraiment intéressante pour le contenu en parlant de comment de timer ses carbs, est-ce qu'il y a un intérêt à faire des carbs backloading. J'espère que vous allez aimer, bonne écoute. What's up guys et bienvenue sur le MVP Performance Podcast. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de la mini-série de Marc sur la nutrition. On a commencé avec le premier épisode de la mini-série en parlant des protéines, des protéines. Donc qu'est-ce qui vient avec les protéines? Les carbs, les fameuses glucides. Okay? Dans ton shake post-workout, t'as des protéines, t'as de la poudre de protéines, puis t'as sûrement une poudre de carbs. Fait qu'aujourd'hui on va parler de carbs, right? Et ça, fait que carbohydrates, c'est un sujet qui est intéressant, c'est un sujet qui est controversé, puis c'est le sujet que j'avais hâte de parler. En fait, j'ai hâte de parler de chacun des macronutriments, mais tout le monde pense que j'ai hâte de parler des protéines parce que je parle toujours de protéines, parce que je pense qu'ils sont underrated, puis parce que le monde n'en mange pas assez. J'avais aussi hâte de parler de carbs parce que beaucoup de monde pense que chez MVP ou que moi, on est anti-carbs, puis... en fait, c'est pas le cas. Ben, c'est pas vrai pantoute. Si c'est le cas, je suis pas au courant. Fait que j'ai hâte qu'on en parle, qu'on explique certaines choses, les importances, les utilisations et ainsi de suite. Fait que vraiment, c'est quelque chose que j'ai hâte de parler parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de pas mal la nutrition, mais surtout autour des carbs, je trouve, à mon avis. Yeah. Oui, puis ça a été vraiment démonisé. Puis j'en suis coupable aussi d'avoir embarqué dans ce trend-là, de démoniser les carbs, puis de dire que le sucre ou les glucides avaient un effet engraissant plus haut que les autres macronutriments, que les protéines ou que les fats. J'ai été coupable de penser qu'il fallait pas que tu manges de carbs ou que tu minimises ta consommation de carbs, qu'il fallait que tu sois low carbs. J'ai été coupable de penser qu'il fallait que tu earn tes carbs, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup. On en reparlera peut-être. Peut-être que là, il y a quelque chose. Mais j'ai été coupable d'adhérer à tout ça. Puis au final, aujourd'hui, moi, la façon que je mange est peut-être probablement moins structurée que la tienne, Marc, mais je mange les carbs pratiquement à tous les meals. Puis je suis aussi lean que toujours. Je suis toujours aussi en forme. Je suis plus light même. Fait comme si les carbs faisaient engraisser, ben, pas pour moi, ça a de l'air. Ouais. La réalité, c'est que, comme toi, j'ai fait partie, j'ai cru à ça, c'est vraiment quelque chose que je croyais que je poussais et ainsi de suite. Puis en ce moment, je veux dire, on est conscient, autant toi que moi, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, ce qu'ils en anglais appellent le insulin model of obesity, ben c'est pas vrai. T'sais. Puis l'insulin model of obesity, c'est tu manges des carbs, ça fait augmenter ton insuline, ça fait que tu transformes les carbs en gras. Long story short, là, ça ressemble pas mal à ça. Il y a des choses qui font quand même du sens, puis c'est drôle hein, parce que j'ai écouté un podcast il y a 2 semaines, un podcast de Andrew Huberman. J'oublie le nom de son guest, mais lui poussait beaucoup, pas tout à fait ce modèle-là, mais pas mal d'un point de vue. Il parle beaucoup de blood glucose, puis d'un point de vue d'insuline, puis tout ça. C'est démystifié, c'est pas ça qui fait que tu deviens plus fat, comme that's it, that's all. Okay. C'est comme, en ce moment, c'est assez clair. Cependant... Qu'est-ce qui fait que tu prends du fat d'abord? De consommer plus de calories que tu dépenses. Ah, c'est tout? C'est tout. C'est tout. Ah, ok. Tu peux continuer, Marc. C'est plate, hein? C'est tellement simple. C'est tellement simple. Puis, des fois, c'est qu'on aime compliquer les choses ou avoir l'air d'avoir une recette secrète, une formule magique, d'avoir quelque chose de différent qui fonctionne mieux. But at the end of the day, c'est un déficit calorique qui fait que tu perds du poids, puis là, gras ou masse musculaire, puis un surplus calorique qui fait que tu gagnes du poids. Plain and simple. Il y a des façons plus efficaces que d'autres de le faire, et ainsi de suite. Cependant, où est-ce que je me dirigeais, c'est
c'est pas le modèle, tu sais, ce modèle-là n'a pas été prouvé. Par contre, personnellement, la façon dont j'aime faire, c'est si je veux perdre du poids, si je veux lean down, ben la première chose que moi, je vais diminuer dans ma nutrition en moi, pas nécessairement de quelqu'un qu'on coach ou avec une recommandation que je fais, c'est de diminuer les carbs. Puis là, souvent, le monde va voir des photos de mes repas, puis ils sont comme « Oh shit, low carb guy, blablabla. Bla, bla. » OK. Pour quelle Mais raison? réellement, le raisonnement derrière ça, c'est que, je me sens bien quand je consomme plus de protéines, plus de fats. Si je consomme plus de carbs, pour moi, ça fait pas nécessairement que je me sens mieux. Fait que ça, c'est la première chose. Puis, encore une fois, il y a une balance à tout. Là. Je veux dire, on se relance il y a un peu plus d'un an quand j'étais bef puis pesant. Ben, je mangeais des carbs en crème. Puis, entre chaque repas, j'étais comme, tu sais, j'étais léthargique du fait que je mangeais vraiment beaucoup. Il y a un juste milieu. Tu sais, je veux dire, manger 25 grammes de carbs à chacun des repas, voire 50, je me sentirais probablement pas léthargique, mais je me sens à mon meilleur quand je suis plus low carb. Puis l'autre chose, c'est que je préfère manger des trucs plus fat que des trucs plus pleins de carbs. Tu sais, tu me donnes le choix entre, exemple, là, on va faire 2 repas similaires mais différents, un high carb, un high fat. Tu me donnes le choix entre une salade avec des hautes cuisses de poulet puis une vinaigrette avec tu sais, ben d'huile d'olive puis un avocat. Je vais enjoyer plus ce repas-là qu'un repas de haute cuisse de poulet. Au lieu de la salade, vu que je ne mettrais pas de vinaigrette, pas d'huile, des légumes X, puis un bol de riz ou un bol de patates. Ça me Tout tente pas. l'inverse de moi. Hein? Ben Tout peut-être. l'inverse de moi. Je l'apprécie pas, ce repas-là, Ouais. puis c'est pas ce qui me fait sentir le mieux. Tu sais. Puis en ce moment, là, je m'entraîne, je ne vais pas dire plus que jamais, mais je m'entraîne quand même beaucoup en ce moment. Je fais 5 muscu, 4 entraînements de course, puis je commence déjà à rentrer du volume du fait que je me prépare pour le demi-marathon au mois de mai. Puis réellement, en ce moment, là, ma consommation de carbs on a daily basis, c'est un gros bol de Blu-ray le matin. Mais un gros bol de Blu-ray, je ne sais pas il y a combien de grammes, je sais pas, tu sais, 30 grammes de carbs, 40 grammes de carbs, peut-être dans mon déjeuner, puis c'est des Blu-ray, c'est lourd de fibres et ainsi de suite. Au dîner, si j'ai des carbs, ça vient de mes légumes, de mes avocats. Au souper, une pomme, des fraises, des mangues congelées. Une fois de temps en temps, des rice cakes ou du beurre, pas du beurre, mais du truc d'érable, mais plus thick. Pas du sirop, mais un genre de truc. Des fois, je prends une coupe de cuillère de ça. Puis post-workout, honnêtement, c'est un shake, une banane, une petite cuillère de beurre d'érable, puis that's it. T'sais. Fait que ma consommation de carbs à tous les jours en ce moment, faudrait que je le mesure, je l'ai pas mesuré, mais est probablement en dessous de 200 grammes de carbs par jour. Là. Comme, je Tu doute performes bien au gym puis à la course quand même. C'est aux ça ton deux. point, là, dans le fond. Là. Exact, je performe bien aux deux, je me sens bien, j'ai de l'énergie, je manque pas d'énergie. Tu sais, souvent, c'est une autre chose. Souvent, on me dit, OK, mais là, je mange des carbs au dîner parce que ça me prend de l'énergie cet après-midi. Je suis comme, feeling fucking great, bro! Tu sais, c'est pas Non, ça, nécessaire. c'est. Hey, faut que tu me parles puis il faut que tu nous expliques pourquoi le monde pense qu'il faut qu'il consomme des glucides ou du sucre ou même manger point pour avoir de l'énergie. D'où ça vient, ça? Pourquoi le monde sont stickés là-dessus? Pourquoi? De où ça vient? Là, ça m'arrive des fois de me faire traiter de conspirationniste, OK? Mais pour de vrai, je pense qu'il y a une partie de ça qui vient de... Il y a une partie de ça qui vient de l'industrie alimentaire, ben, they gotta push food to sell food to make money. Il y a une partie, d'après moi, qui vient de là. Puis il y a une partie d'une certaine incompréhension de, tu sais, faut que tu manges des carbs comme pour avoir de l'énergie parce que c'est 100% vrai que la source d'énergie la plus rapide à utiliser, c'est les carbs. 100% vrai. Tu me donnes 50 grammes de carbs ou 50 grammes de protéines, 50 grammes de fats, ce qui va se convertir en énergie le plus facilement et le plus rapidement, c'est les carbs. 100% vrai. Par contre, tu n'as pas besoin de consommer une certaine quantité de carbs-là pour avoir de l'énergie pour faire un podcast comme on fait là, pour aller à l'école ou même pour t'entraîner. Puis pour moi, le problème est là. Tu sais, souvent, je veux dire, C'est pas parce pourquoi qu'il y il a y un aurait du monde? mécanisme qui explique quelque chose que dans les faits réels, c'est ça qui se passe. Parce que faut pas oublier que les fats peuvent être convertis en glucides dans ton corps. Les protéines peuvent être converties en glucides dans ton corps et être utilisées si tu en as vraiment besoin.
Exactement. Tu sais, pour ça que il y a du monde qui vont jeûner pendant une semaine, pendant un mois, puis ils ont quand même de l'énergie. Tu sais. Je veux dire, est-ce que c'est la bonne chose à faire? C'est vraiment pas ce que je suis en train de dire, mais c'est comme, il y a bien du monde là, qui en consomme pas de carbs pendant du temps, du monde qui sont keto, du monde qui fast, qui ont pas de carbs pendant longtemps. Puis la réalité, c'est qu'à travers tout ce temps-là, ils vont les dépléter beaucoup, beaucoup leurs réserves de glycogène. Mm. Par contre, ben, ton corps est capable de prendre des protéines puis faire un processus qui s'appelle la gluconéogénèse puis transformer tes protéines en glucose pour être utilisé, par exemple, comme source d'énergie pour ton cerveau. Puis ton cerveau Même, pourrait rely on ketones si tu voulais. oui. Mais Puis même tu as parlé de glycogène. Si je me trompe pas, ton corps peut transformer les fats que tu consommes en glucose pour ensuite le stocker en glycogène. En fait, je Mhm. sais que je me trompe pas quand je dis ça. Je suis au courant que c'est vrai ce que j'ai dit. Oui, mais l'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est les fats, là, le gras, là, les lipides, c'est aussi une source d'énergie. Mhm. Et quand tu penses, il y a deux choses. Un, gramme pour gramme, les fats, c'est une meilleure source d'énergie en termes de combien d'énergie que ça te donne par gramme. Right? Un gramme de carbs, c'est 4 calories. Fait que c'est 4 unités d'énergie, si on regarde ça simple. Les fats, il y a 9 calories. Fait que c'est 9 unités d'énergie par gramme de fat. Puis ça s'utilise super bien comme source d'énergie. La réalité, c'est que dans notre day-to-day, on devrait être efficace à utiliser les fats comme source d'énergie. Parce que dans notre day-to-day, on fait des choses qui sont à super basse intensité. Comme un entraînement, dans le dernier podcast qu'on a fait, on parlait d'entraînement aérobie qui est à basse intensité. Dans ta vie de tous les jours, là, tu devrais fueler on fat. Puis ça, souvent, c'est quelque chose, qui a un concept qui s'appelle la flexibilité métabolique, c'est que ton corps soit capable d'utiliser autant les fats que les carbs comme source d'énergie, dépendamment du moment et de l'utilité que tu as besoin. Tu es assis, tu étudies, tu fais le ménage, tu fais du podcast, tu te fais à manger. Tu vas prendre une marche le matin avant de déjeuner, tu as de l'énergie, puis ce que ton corps va utiliser comme source d'énergie, ben, ça devrait être les lipides. Parce que les lipides sont bonnes pour tout ce qui est à basse intensité. Right? Maintenant, les carbs, ils ont leur place aussi. Les carbs, par contre, tu peux les utiliser. Là, en ce moment, là, tu pourrais. T'as-tu déjeuné à matin, Bam? Non, T'as pas j'ai déjeuné. pas T'as-tu de mangé. l'énergie? J'ai beaucoup d'énergie. J'ai bu beaucoup de café aussi, je te le verrai. OK. Mais tout ça pour dire que en ce moment, ton corps est probablement en train de brûler des fats comme source d'énergie, puis that's all good. Tu sais, je veux dire, tu sens pas la différence, là. Let's go, c'est pour ça que je suis libre. Ouais, c'est pas nécessairement de même que ça marche, mais oui. OK. Écoute, hey, j'en profite pour faire le parallèle. Là. Et comme on a parlé que toi, quand t'aimes les downs, t'aimes couper les carbs en premier. Ouais. Au final, c'est juste une stratégie que tu as trouvé que toi, personnellement, tu pouvais adhérer facilement pour réduire la quantité totale de calories ou de nourriture que tu manges dans ta journée pour avoir un 100%. déficit. C'est une question de préférence, puis une question de Exact. gestion de l'appétit. Parce que l'affaire la plus tough, Exact. c'est d'avoir toujours faim. Fait que si tu as une stratégie, tu manges plein d'affaires que t'aimes. Tu sais, je veux dire, tu pourrais perdre du poids à manger du McDo puis des Twinkies. Par contre, Il y en a qui l'ont fait. il y en a qui l'ont fait. Puis la réalité, là, c'est que, mettons, là, tu manges juste des Twinkies ou juste du McDo puis tu perds du poids, ta santé va s'améliorer chez quelqu'un qui est overweight. À manger juste de la C'est crap fou, ça. parce que perdre du poids, c'est ça qui a la grosse différence sur ta santé. Par contre, s'il faut que toi, bam, pour perdre du poids, il faut que tu manges 2200 calories par jour. Je lance des chiffres vraiment random. Puis tu manges ça juste à base de McDo, ben tu mangeras pas tant que ça dans ta journée, puis tu vas avoir faim, puis ça va être tough, puis ça sera pas super confortable. Yeah. Pour cette La clé, c'est raison-là. vraiment ça. C'est vraiment l'adhérence à ton plan. Et comme toi, c'est ça. Moi, j'ai remarqué que quand je coupais les carbs, je l'ai fait beaucoup plus au collégial puis universitaire, mais c'est l'inverse qui arrivait, je prenais du poids. Parce que je mettais un paquet de fat sur mes affaires. Tu Puis comme piégeais sur des au, noix, tu mettais un paquet d'huile d'olive. Exact, c'est ça. Je mangeais beaucoup de noix, puis qui sont beaucoup plus denses en énergie. Je mettais beaucoup d'huile d'olive sur mes affaires. Puis probablement que moi, c'était mal géré, mais peut-être que j'avais moins de satisfaction à manger du fait qu'il y avait moins de carbs dans la façon que je mange. Puis moi, j'ai cette préférence-là qui faisait en sorte que je perdais pas de poids, moi, quand j'étais low carb.
Et Exact. moi, j'ai trouvé que personnellement, quand je mange des carbs, peu importe que je fasse du intermittent fasting ou non, c'est de cette façon-là que je me sens le mieux, puis que je peux aussi mieux gérer mes quantités. Après ça, Mhm. moi, personnellement, si j'ai besoin, si je trouve que j'ai besoin ou si je veux lean down, comme par exemple après le temps des fêtes, que là, j'avais une petite couche d'isolation de plus, le intermittent fasting, c'est mon default. C'est vers ça que, c'est ça que j'aime faire, je suis habitué à le faire, je le gère bien, j'ai une relation saine avec ma nourriture quand je fais mon intermittent fasting. Mais au final, low fat, high fat, intermittent fasting, manger 20 repas par jour, ce qui va affecter ta perte de poids, c'est ton calorie in, calorie out, puis ton adhérence. Est-ce que tu peux le tenir à long terme, puis pas être en détresse psychologique? Ouais, exactement. Puis c'est ce que Stan Efferding dit tout le temps, là. Puis Stan Efferding, c'est le gars du Vertical Diet. Il vend le Vertical Diet Book. Il vend des repas du Vertical Diet. Puis ce qu'il dit, il dit toutes les diètes là, reviennent au même si les calories puis les protéines sont équivalentes. Puis il dit la différence, c'est compliance is the science. Fait que peu importe avec quoi tu peux être constant, c'est ça qui va faire la différence. Puis cette semaine, là, ça va sortir plus tard, mais on avait le kick-off du off-season kick-off, puis je leur montrais la pyramide, puis je leur disais, pour vrai, je m'en fous, tu sais, les calories, les macros, le timing, si ton compliance ta constance est pas là, ben, on perd notre temps. Mhm. Fait que c'est réellement ça. Puis après ça, probablement que dans ton cas à toi, c'est que t'es quelqu'un qui a beaucoup d'appétit. Puis quand tu manges, t'aimes ça manger un gros repas puis te sentir plein. Fait qu'en mangeant Mhm. plus de carbs, t'as plus de volume, tu finis puis tu te sens plein puis t'es satisfait de ton repas. Puis après ça, ben après, 100%. t'es correct puis toi t'es bon pour ne pas manger pendant une certaine période de temps, ça te stresse pas. Puis quand tu remanges, ben tu vas remanger un gros repas puis tu veux te sentir plein, c'est quelque chose que t'aimes. Yep. Versus moi, quand je mange, ça me dérange pas de pas me sentir plein. Tu sais, je me sens satisfait, je me sens rassasié. Puis après ça, en mangeant plus de protéines et plus de fat, ça fait que je peux soutenir d'un repas à l'autre sans avoir super faim. Je me sens bien, je pense pas à manger, puis that's it, that's all. Après ça, si je veux prendre du poids, ben, je vais monter mes carbs, puis c'est facile pour moi de le faire de cette façon-là. Tu sais, c'est comme ça que moi, je le gauge pour moi personnellement, mais il y a bien des athlètes pour qui c'est pas ça. Tu sais. Il y en a des athlètes, là, pour de vrai, qu'on va faire perdre du poids dans un genre de pas high carb, parce qu'à un moment donné, high carb, c'est que ça vient avec les calories, mais comme plus low fat vraiment, puis que les calories, le bulk des calories vient des carbs. Si c'est ça qui marche, c'est ça qui marche. C'est de trouver de tous et chacun. Mais encore une fois, je pense que d'un point de vue santé générale, c'est bien, ben, il y a un certain minimum de fat qu'il faut que tu consommes dans ta journée pour ta santé, mais les carbs, tu ne devrais pas être dépendant des carbs pour avoir de l'énergie. Puis souvent, le problème est là. Mais là, je mange du gruau, des toasts au déjeuner parce que ça me prend de l'énergie pour mon avant-midi à l'école. Puis au dîner, je vais manger des pâtes ou un sandwich pour avoir de l'énergie l'après-midi à l'école. Puis ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, non. Là, deux affaires qui me viennent en tête. La première, c'est, tu as parlé de flexibilité métabolique. Mhm. Moi, la question que je me pose, c'est à quel point il faut que tu entraînes ton corps à rouler sur un type d'énergie pour être flexible métaboliquement, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement en fonction de qu'est-ce que tu manges? Donc, par exemple, je mange beaucoup de fats, donc je brûle beaucoup de fats, ou je mange beaucoup de carbs, donc j'utilise beaucoup de carbs. Puis est-ce que si moi j'ai l'habitude de manger beaucoup de carbs, est-ce que ma capacité d'utiliser les fats est moins grande comme source d'énergie? Oui, oui, puis oui. OK? Fait que, euh, Merci, euh, Marc. C'était ça la réponse. Fait que oui, si tu manges beaucoup de carbs, ben tu vas utiliser les carbs comme source d'énergie première. Puis si tu manges moins de carbs ou pas de carbs, puis tu consommes plus de fats, ben tu vas être en mode de brûler des fats. Ton corps développe une certaine efficacité à utiliser chacun des substrats énergétiques. Exactement pourquoi quelqu'un qui est high carb, vraiment, consomme tout le temps beaucoup de carbs à chacun de ses repas, puis là, du jour au lendemain, drop tous ses carbs et high fat, mange la même quantité de calories, mais ça vient des fats. Les premiers jours, ça se peut que tu te sens pas bien. Même principe, quelqu'un qui ferait le même principe, qui transige vers une diète keto. Okay? Keto qui est
high fat, mais qui est aussi, c'est pas high protein. T'sais, souvent, le monde dit qu'ils sont keto parce qu'ils sont low carb, mais keto puis low carb, c'est deux choses complètement différentes. Ça peut se ressembler, mais c'est deux choses qui sont différentes. Puis, je l'ai fait une fois. Quand tu passes à keto, jour, tu sais, mettons, je l'ai essayé, jour 1, 2, 3, je me sentais bien. Jour 4 à 6, je me sentais comme de la merde. Vraiment, là, je me sentais vraiment mal. Puis c'est probablement le moment où est-ce que mes réserves de glycogène commençaient à être vraiment plus basses. Puis là, c'était comme, OK, now you depend on fat for energy. Fait que ton corps a une certaine période d'adaptation pour utiliser des nouvelles sources d'énergie. Puis c'est la même raison pourquoi quelqu'un qui est plus low carb, puis là, se dit, hey, j'arrive, je dois performer. Ben, la meilleure chose, tu sais, tu veux pas, mettons, être high carbs demain si ça fait 3 semaines que tu n'as pas vraiment consommé de carbs. Il y a une certaine période d'adaptation pour être efficace à ça. Par contre, ça reste que les carbs, c'est la source d'énergie la plus facile à utiliser. Ouais. Mais si tu n'en as pas consommé pendant des mois, tu en manges un paquet demain, ben c'est peut-être pas la meilleure chose pour toi. Puis, une des affaires qui est un peu fou, là, j'ai changé mon avis là-dessus dans les derniers mois, dans les dernières années. C'est souvent on parlait, OK, ben pour rétablir la sensibilité à l'insuline, ce qui était bon, c'était une diète qui était plus low carbs. OK? Par contre, c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Puis il y a certaines personnes où est-ce que de faire ça va avoir, je veux pas dire l'effet inverse, mais du moment que tu vas consommer des carbs, ton corps n'est pas efficace à utiliser les carbs, ce qui va te donner encore des plus grosses spikes d'insuline pour manager, balancer tes blood sugar levels. Fait qu'encore une fois, il y a une certaine balance à travers tout ça, puis c'est des concepts qui peuvent être facilement oubliés, mélangés peut-être, puis de ne pas être super clair pour tout le monde. Puis, tu sais, je pense pas que tu devrais te lever et puis là te dire, OK, ce matin, j'utilise les carbs comme source d'énergie. Tu sais, c'est pas nécessairement comme ça que ça devrait fonctionner, mais il faut comprendre que c'est juste toutes des substrats, des sources d'énergie différentes pour ton corps. C'est quoi concrètement le mécanisme par lequel ton corps s'adapte à mieux utiliser les fats? Par quel mécanisme est-ce que je suis moins propice à bien utiliser les fats? Est-ce que c'est au point de vue de ta mitochondrie? Y a-tu une réaction enzymatique qui est plus lente? Et d'après toi, c'est où ça se passe? Puis je pense que là, on geek out, puis on rentre dans une zone peut-être plus grise. Ouais. Je te mentirais de dire que je suis un scientifique sur le sujet, là, puis que c'est ça le processus exact. La façon dont je le vois, c'est vraiment dans ta mitochondrie parce que l'utilisation des fats va requérir l'oxygène dans le processus en tant que tel. Puis je pense que c'est vraiment là où ça se passe. Euh, Puis pour ceux qui sont peut-être pas familiers, les mitochondries, c'est des petites cellules que tu as à peu près partout dans ton corps qui sont des producteurs d'énergie, si on veut. Là. C'est une composante des cellules. Une composante des cellules qui sert à produire de l'énergie. Ouais. Long story short. Ouais. Puis, de ce que tu as remarqué, cette période d'adaptation-là, par exemple, de switcher à high carbs, puis de switcher du jour au lendemain à low carbs, high fat, combien de jours environ que la personne peut s'attendre à sentir, à feel like shit avant de fonctionner normalement? Tu vois, d'un point de vue low carb à vraiment high carb, c'est pas quelque chose que je sais même pas si je l'ai déjà fait d'une shot avec quelqu'un. C'est de dire, OK, on passe de low carb à high carb, c'est quelque chose qui se fait d'un point de vue transitoire. Puis encore une fois, j'ai une fois coaché quelqu'un qu'on a utilisé une diète keto. Donc, une personne sur je sais pas combien de centaines. Okay? Fait qu'à partir de là, quand tu réintègres les carbs, ben là, c'est d'y aller d'un point de vue comme slowly, mais je l'ai jamais fait de genre no carb à vraiment high carb. Très souvent, on le fait avec des athlètes qui commencent avec nous, qui se mangent vraiment high carb, low fat, à aller passer pas mal comme ça à low-ish carb. Puis encore une fois, c'est quoi low carb? T'sais? Est-ce que 200 grammes de carb par jour, c'est low carb? Ça dépend. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend de la personne, ça dépend de la grosseur de la personne, ça dépend d'un paquet de facteurs, puis de qu'est-ce que toi tu considères comme étant low carb, no carb, medium carb, high carb. Il y en a qui peuvent... je veux dire, si moi en ce moment je mange moins de 2 grammes de carbs par jour, 200 grammes de carbs par jour, ben, c'est moins de 2 grammes par kilo. T'sais. Puis man, il y a des gars qu'on coach qui, certaines journées, là, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, qui mangent 8, 9, 10 grammes de carbs par kilo. Fait qu'un gars de 220 livres, ben, c'est quasiment, c'est 8, 900 grammes de carbs par jour. C'est du stock. Puis honnêtement, moi, j'aurais aucun plaisir à le faire.
C'est le rêve, Marc! Non, Arrête! je voudrais mourir. Pour vrai, je voudrais mourir. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je voudrais pas mourir. OK? Je voudrais pas mourir. Mais je pourrais pas Comme, c'est pas consommer drôle, autant. ça. C'est vraiment pas drôle. Non. Mais, anyways. Fait que c'est ça. Mais tu sais, quelqu'un qui commence souvent, mettons, à travailler avec nous, puis qu'on fait ce switch-là, comme, boom, comme ça. Première journée, ça va. Souvent, du jour 2, 3, 4, c'est un peu weird, mais en dedans de 4 à 5 à 6 jours, comme tu feel good. Puis à un certain moment, où est-ce qu'on voit beaucoup, beaucoup comme différence en faisant ce switch-up. C'est même pas nécessairement de high carb à low carb. C'est de high carb à des carbs pas tout le temps. Tu sais, je te donne un exemple des gars du kick-off qui Mm. avaient des carbs à chacun des repas. Puis là, on va leur donner un paquet de carbs, mais post-workout puis en soirée, par exemple. Tu sais, Et pas le on matin, consomme puis pas le midi. exact. Fait que, tu sais, au total, dans leur journée, ils vont en consommer moins qu'ils en mangeaient parce qu'ils en mangeaient tout le temps, mais ça reste qu'ils sont vraiment pas low carb. C'est un gars qui mange 200, 250, 300 grammes de carbs par jour. Il est pas low carb. Par contre, au début, tu te sens différent parce que là, tu n'as pas tes carbs d'un repas à l'autre, puis tu ne dépends pas de ce rise de blood sugar-là pour avoir de l'énergie, si on veut, right? Puis une fois que tu es comme habitué à ça, puis c'est le commentaire qu'on a eu dès mercredi. Là. Fait que quelqu'un qui a commencé lundi, puis qui a mercredi, on avait un Q&A, puis il dit la différence, là, c'est qu'entre les repas, j'ai pas tout le temps faim, puis je sens que mon énergie est comme vraiment stable, puis que tu sais, je me sens juste bien. Tu sais, je me sens pas trop plein, je me sens pas si, je me sens juste bien. Tu sais. Puis c'est un peu ça l'objectif, c'est de trouver ce qui va te permettre d'avoir une énergie le plus stable et le plus constant possible, que ton énergie est stable, que tu te sens bien, que ton focus soit bon, que tu sois pas comme en mode up and down. Parce que ça, pour moi, c'est pas une façon de vivre. Là. Je veux dire, tu me dis que j'ai des up et des downs toute la journée, man, ça me tente pas. Tu sais, je veux dire, Mm. ça me tente pas. Est-ce que ça, ce phénomène-là, serait dû à l'exclusion des carbs, précisément, mettons, le matin, ou à l'inclusion d'un repas peut-être soit plus haut en fibres, plus haut en eau, ou plus haut en fat, ou plus haut en protéines? Est-ce que c'est pas l'inclusion de d'autres éléments qui fait en sorte que cet athlète-là se sent plus rempli et qu'il a des moins hauts up and down d'énergie plutôt que par l'exclusion précisément des carbs? Il y a un paquet de facteurs. Puis quand on parle d'exclusion des carbs, je te donne un exemple, mon méga bol de bleu au déjeuner, j'en ai des carbs. Mais la réalité, c'est que ça vient avec un repas qui est plein de protéines, qui est plein de fats, puis mes bleuets sont pleins d'eau, puis plein de fibres. Tu sais, fait que le rise de blood sugar que j'ai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mesuré. Là. J'ai eu une fois un CGM, puis ça t'a fait 3 jours, parce que je l'ai arraché sur mon bras. Un CGM, c'est un Continuous Blood Glucose Monitor. Je me suis accroché dans un cadre de porte, puis je l'ai perdu. Fait que mon expérience qui aurait dû durer 2 semaines a duré 3 jours. Anyways, le rise est beaucoup plus slow and steady, puis c'est plus comme un bump qu'un rise. Puis réellement, d'un point de vue, je pense, santé, c'est une chose qu'on veut. Tu sais. D'un point de vue santé, une des choses que tu veux pas, là, c'est d'avoir un haut taux de sucre dans ton sang tout le temps. Tu sais, c'est quelque chose que tu veux pas, que ton fasting blood glucose soit plus élevé, que une des autres mesures qu'on pourrait mesurer, c'est le A1C ou l'hémoglobine A1C. En français, je sais pas si c'est ça, là, mais en gros, c'est la moyenne de ton taux de sucre dans ton sang pendant 3 mois. Long story short. Puis ça, si c'est élevé, ben c'est définitivement un marqueur qui est pas bon pour ta santé. OK. Fait que Pour l'objectif, quelle c'est raison? Parce que ton corps peut pas le stocker, mettons, en glycogène. C'est pourquoi exactement ça serait pas bon d'avoir du sucre en circulation tout le temps dans mon sang si c'est une source d'énergie que le monde ouais. peut-être va Ben, penser. la réalité, c'est que ton corps, s'il y a du sucre dans ton sang, ton corps va l'utiliser en premier. Il va vouloir le rediminuer. Fait que d'avoir du sucre en tant que tel dans ton sang, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais la première chose que ton corps va faire, c'est essayer de le diminuer dans ton sang. Soit en l'utilisant maintenant comme source d'énergie, c'est super rapide à utiliser, ou en produisant de l'insuline qui va te permettre de le stocker, soit dans tes muscles comme glycogène, ou soit de le transformer en gras, puis de le stocker en gras. Parce que le but de ton corps, c'est de diminuer le taux de sucre dans ton sang tout le temps. Puis une des choses qui arrive, c'est si ton taux de sucre dans ton sang est toujours élevé, ton taux de sucre en circulation est élevé, ça va élever des processus qui, en français, c'est-tu glycation? Je sais pas. Je sais pas. Des processus de glycation, puis un petit peu d'oxydation. Puis c'est comme si, c'est drôle, c'est Max Lugavere qui expliquait ça Max Lugavere qui expliquait ça dans un de ses livres.
Puis ce qu'il venait expliquer, c'est comme si ça venait créer un peu un genre de stickiness dans ton sang puis dans tes parois de tes parois, de tes artères puis de tout ça. Ce qui serait pas nécessairement une bonne chose. Puis le même principe par rapport à quelqu'un qui aurait le même affaire dans le cerveau, ça viendrait créer un certain glycation dans ton cerveau qui pourrait avoir des impacts négatifs sur ta santé mentale et ainsi de suite. Une des choses qui est intéressante, c'est de le voir d'un point de vue santé, right? Puis d'un point de vue santé, tous les plus gros facteurs métaboliques, souvent, c'est lié à un diabète de type 2, qui est des plus gros killers en Amérique du Nord. Le diabète de type 2, qui est dû à une mauvaise gestion du taux de sucre dans ton sang. Puis une des choses qui va impacter ça, ben, c'est d'avoir un taux de sucre plus élevé tout le temps dans ton corps ou une résistance à l'insuline. Donc, qui fait que ton corps doit produire toujours plus d'insuline pour diminuer ton taux de sucre dans ton sang. Est-ce que tu pourrais devenir... Là, je pose des questions, là, puis c'est des réflexions qui me viennent en tête, j'ai pas la réponse, c'est pour ça que je t'en parle. Est-ce que tu pourrais devenir diabétique de type 2 en mangeant aucune carb, mais en mangeant tout le temps vraiment, vraiment beaucoup de calories dans ta journée? Fait que beaucoup de fats, beaucoup de viande, beaucoup de protéines, mais tu t'en manges trop, là. Vraiment, vraiment beaucoup trop. C'est une bonne question. Je serais porté à dire que c'est pas impossible, mais très, très peu probable. Très, très peu probable. Parce qu'un des plus gros facteurs de n'importe quelle maladie métabolique, c'est le surpoids. Ouais. Fait que dans un cas où quelqu'un mangerait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de protéines puis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de fats, ben tu peux avoir un certain surpoids. Il va tomber Par en contre, surpoids, c'est sûr. hein? Exact. Puis c'est pas difficile, là. C'est pas difficile de manger trop en consommant beaucoup de fats. C'est vraiment facile. Puis on le voit tout le monde avec le monde qui mange keto, mais que ils mangent des keto bombs puis des affaires là, loadées d'huile de coco puis de ci puis de ça. Il y en a puis c'est vraiment facile d'être en surplus calorique même en mangeant des fats. Par contre, je sais pas à quel point tu peux te rapprocher d'un prédiabète ou d'un diabète de type 2 de cette façon-là. Honnêtement, c'est une conversation que j'aimerais avoir avec Émile sur un futur podcast. Bon, parce Mais que j'en on doute en parle, parce que faudrait vraiment que tu en consommes beaucoup. Puis ton corps, je suis pas sûr qu'il viendrait tout convertir puis vraiment augmenter le taux de sucre dans ton sang à ce niveau-là. Fait que je pense pas que ce soit probable. si je me trompe pas, oui, le glucose produit une réponse insulinique, mais il y a aussi la grosseur de ton meal, puis manger beaucoup Ouais. de fats Les va protéines. produire une grande réponse insulinique aussi. Les Les, fats, les pas protéines particulièrement. aussi. Les protéines, oui. Les fats, pas OK. particulièrement. Les protéines, oui. Euh, Puis c'est pour ça que c'est niaiseux, là, mais souvent, ça, c'est une des affaires qui se faisaient dans le temps, puis peut-être on voit moins, mais prendre des BCA tout le temps entre les repas comme étant genre anticatabolique et ainsi de suite. Mais chaque fois que tu vas Ouais. consommer des BCAA, là, que ce soit juste le supplément BCAA ou à travers un supplément de EAA ou d'une protéine en poudre ou d'une protéine complète, ton corps va produire de l'insuline de toute façon. Fait que, mais par rapport aux fats, tu ne devrais pas avoir une grosse réaction insulogénique. C'est ça le terme en français. Insuliné? Je sais pas. Moi, j'ai dit ça tantôt, j'étais très confiant, mais là, tu me fais douter. Anyways, en français, je sais pas. Euh, En anglais, c'est Écoute, insulogénique. Fait que, on se pose des questions, on n'a pas toutes les réponses. Maybe absolument. que le doc va avoir les réponses. Maybe Ouais. not. Je veux Anyways. qu'on rewind back. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose par rapport à cette grosse parenthèse-là avant qu'on rewind? Non, c'est juste que pour moi, la priorité de n'importe qui, avant même de parler de nutrition de performance, c'est de parler de nutrition pour la santé. Puis Ouais. si on parle des facteurs de risque pour la santé, ben c'est comment est-ce qu'on évalue, tu sais, comment est-ce qu'on évite tous les risques, qui soient euh, cardiovasculaires, qui soient d'un point de vue santé métabolique et qui est peut-être diabète. Puis l'Alzheimer est maintenant surnommé le diabète de type 3, right, à cause de tout ça. Fait, c'est de quelle façon on peut se poser ces questions-là. Puis la réalité, c'est que la meilleure chose au monde serait qu'on passe tout du blood work, puis qu'on voit on en est où, puis qu'on s'ajuste tout le temps notre diète à travers ça par rapport à des facteurs de santé avant de parler de tout le reste. Mais ça ne fait pas partie de notre réalité actuelle. Fait que, Non, mais c'est pas accessible. Je veux dire, je parlais récemment de la supplémentation en vitamine D avec un ami là, qui gagne. Puis son point, c'était que
Ce que moi je recommande normalement à un athlète est vraiment, vraiment plus haut que ce qui est que les guidelines Ça va, générales qu'on voit. OK? ça va Puis dépendre de quelles guidelines tu regardes. Ouais, ça c'est va pas. dépendre oui, ça va dépendre de quelles guidelines tu regardes. Puis quand mon point c'est oui, idéalement, tu voudrais faire ton blood work puis ajuster ta supplémentation pour atteindre des taux optimales de vitamine D. Mais c'est pas réaliste. Donc, c'est quoi the next best thing qu'on peut avoir? Quelle est la meilleure recommandation qu'on peut avoir qui va couvrir la majorité des besoins pour la majorité du monde sans créer d'effets néfastes? Mhm. Puis, moi, à mon avis, c'est une supplémentation, mettons, pour la vitamine D, c'est euh, aux alentours de 5000 micro-unités en moyenne. Je pense qu'on est comme dans un bon ballpark pour ça. Mhm. 4000 en été, 6000 en hiver pour nous au Québec. Je trouve que c'est un bon ballpark. Mais comme c'est vrai que pour certaines personnes, ça risque d'être probablement insuffisant, mais ça risque pas d'être trop haut pour beaucoup, beaucoup de monde. Mhm. C'est comme ma logique par rapport au blood work. Puis comme, corrige-moi si je suis dans le champ avec ça. Non, exact. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, je pense que la réalité, c'est de trouver la façon de faire le mieux selon ta réalité à toi. Yeah. Ça dépend du contexte. Puis le contexte, c'est que tu peux pas avoir une prise de sang tous les matins pour t'assurer que tout est in check. I wish. Non, I wish pas. J'aurais pas envie de me faire piquer à tous les matins, mais I wish que c'était plus accessible, honnêtement. Puis une des choses que j'ai hâte de voir le jour arriver, tu sais, aux États-Unis, en ce moment, il y a plein de cliniques privées qui offrent des paquets de Ouais. labs, puis c'est vraiment facile. Là. Tu fais venir le petit kit chez vous, boum, 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 c'est réglé. Tu sais, avec, exemple, aux États-Unis, ils utilisent beaucoup Merrick Health, qui est super populaire en ce moment, qui est une compagnie qui appartient à Derek, More Plates, More Dates. Puis, c'est vraiment, c'est excellent. Puis, c'est supposé s'en venir au Canada, mais c'est comme, c'est pas le cas. Puis, je pense qu'au Canada, les réglementations sont différentes. Mais je rêve de ce jour-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui va vraiment faire une grosse différence. La prochaine affaire que je veux tester, par exemple, personnellement, moi, je veux prendre un test, le Omega Quant, Mhm. pour tout ce qui est les taux d'oméga 3 versus oméga 6 Ouais. versus gras trans et ainsi de suite, qui peut être vraiment intéressant à faire, puis qui n'est pas si dispendieux et accessible au Canada. Okay. Mhm. On en reparlera sur les lipides. Exact. Je veux rewind back parce que là, on parle de glucides et de carbs. Je suis sûr qu'il y a du monde qui nous écoute depuis une demi-heure qui sont pas certains de comprendre ou de savoir c'est quoi des glucides ou des carbs. Si je me trompe pas, dans un certain groupe de nutrition, il y a pas si longtemps, tu as posé une question par rapport à quel aliment avait quel macronutriment, puis c'était pas si clair. Non, honnêtement, ça, c'est des bases que je pensais qui étaient établies, puis en posant les questions, je me suis dit, alright, On part de loin. on de Mais loin, mais c'est correct. là, Je veux dire, faut ouais. partir de quelque part. Fait que, les carbs, long story short, là, puis je pense que la majorité du monde sont capables de le deviner souvent, mais les carbs, c'est des glucides, des hydrates de carbone, en anglais des carbohydrates. Puis les carbs, vont provenir d'aliments comme paquet d'affaires, mais les fruits, tout ce qui est plus sucré, de manière générale, les fruits, le pain, le riz, les patates, le pain, les pâtes, les fameux 3P, le pain, pâte, patate, tout ce qui est quinoa et ainsi de suite. De manière générale, en fait, pas de manière générale, mais ça vient toujours du règne végétal. Là. Il n'y a pas vraiment de source de carbs animales. Seulement d'un point de vue animal, ça va être. La réalité, c'est qu'il y a des sources de protéines végétales aussi, mais souvent, ce qu'on va utiliser, ça va être des sources de carbs qu'on voit le plus souvent. OK. Fait good. Maintenant, moi, je me dis ça, je m'en vais voir mon nutrition fact sur une boîte de céréales, par exemple. Mm-hmm. Je vois protéines, lipides, glucides. En bas de glucides, il y a une autre catégorie qui est les fibres. C'est Mm-hmm. quoi ça? Est-ce que c'est un type de carbs spécial? Est-ce que je la digère? Est-ce qu'il faut que je le calcule dans mon total intake de glucides? Ouais, fait que ça, honnêtement, c'est quelque chose qui est, je veux pas dire débattu. Tu sais, moi, la façon dont je le vois, c'est que
compte-les dans tes carbs, là. Je veux dire, compte-les dans tes carbs, ça vaut pas la peine de te casser. Puis souvent, le monde keto, par exemple, vont penser à leurs carbs, leur total carbs versus net carbs. Ils vont consommer plein de carbs, ils vont plein d'affaires qui vont être des fibres, qui seront pas des net carbs. Ils vont prendre plein de sugar alcohol qui comptent pas dans les net carbs et ainsi de suite. Ça, moi, je pense que pour la majorité d'entre nous, c'est se casser la tête pour rien. Les fibres, long story short, c'est une partie de la plante, du fruit, de ton starch ou peu importe, qui peut pas être complètement broken down par ton système digestif. Fait que ton corps peut pas utiliser les fibres comme source d'énergie. Long story short, c'est ça. Il y a différents types de fibres. Il y a des fibres que ton corps, il y a des fibres qui sont solubles, des fibres qui sont insolubles, puis ton corps va les utiliser pour différentes choses. Il y a différentes fibres qui vont juste, tu vas les manger, tu vas les digérer, tu les assimiles pas, ils vont passer à travers le système digestif, puis qui vont vraiment, un de leurs rôles majeurs, ça va être de ajouter du volume à tes selles, augmenter du volume à tes selles. Puis ça va aider avec le transit intestinal et ainsi de suite. Il y a d'autres types de fibres qui vont être utilisées dans ton intestin comme source de nutriments, d'énergie pour les bactéries dans ton système digestif. Fait qu'il y en a qui vont servir on parle tout le temps de probiotiques. Là. Les probiotiques, c'est les bactéries, mais il y a des fibres qui sont des fibres prébiotiques. Puis les prébiotiques servent à nourrir les probiotiques. Nourrir tes amis dans ton intestin. Exactement. Puis c'est quelque chose dans quoi on s'intéresse, en tout cas, je m'intéresse de plus en plus. Je pense réellement qu'il y a un intérêt, mais c'est quelque chose qui est tellement pas connu en ce moment. Là, j'ai dit récemment, je pense qu'on connaît le 1% du 1% de ce qui est genre gut health, puis probiotics, puis tout ça. Fait que je veux pas m'avancer, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, mais je pense qu'il y a réellement une importance parce que le gut health est vraiment un gros prédicteur de santé générale. Mais après ça, quel impact, quelle fibre a, puis quelle bactérie a, puis quel aliment, c'est pas clair. T'sais, on sait que chacune de ces choses-là a un impact, mais à quel point c'est positif, à quel point c'est négatif, ça devient vraiment difficile à dire. Puis, en écoutant un autre podcast récemment de Sean Baker, parce que Sean Baker, ceux qui le savent, là, c'est le big doctor, super jacked, qui bat des records du monde au rower, puis qui est carnivore. Sean Baker, il a écrit le livre. C'est pas Carnivore Code, je pense que c'est Paul Saladino, mais il a écrit un autre livre, Carnivore Diet, peut-être quelque chose comme ça. Puis j'ai écouté un podcast de lui, puis ce qu'il parlait à ce moment-là, c'est OK, ben comment tu peux avoir un bon gut health si tu manges juste de la viande? Parce que lui, sa diète, c'est juste du steak, il dit here and there, une fois par une couple de mois, il va manger des œufs, puis sa diète, c'est ça. Puis sur un autre podcast, je pense que c'était avec Rogan, il disait comme quoi, ben, à la fête à son fils, il a mangé un morceau de gâteau de 40. Là. Je veux dire, c'est pas vrai. Mais ce qu'il disait, c'est que même du monde avec des diètes carnivores peuvent avoir un super bon gut microbiome. Puis ce que lui venait débattre un petit peu, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de consommer un paquet de probiotiques et de fibres pour avoir un bon gut microbiome. Ce qui semble, à son avis, être réellement positif, c'est une personne en santé, de manière générale, a un microbiote, un microbiome en santé. Puis une personne qui n'est pas en santé n'aura pas un microbiome en santé. Donc, ça serait plus un marqueur, un indicateur de ta santé générale. Quasiment un side effect de ta santé plus que des aliments que tu consommes réellement. C'est ce que lui venait débattre. Encore une fois, je ne suis pas certain de qui a raison, parce qu'il y en a d'autres qui vont parler d'intégrer exactement telle bactérie, et ainsi de suite. Mais comme tu dis, c'est vraiment mal compris, c'est pas tant étudié, il n'y a pas de consensus, c'est un peu... c'est vers là, je pense que le corps d'études sur la nutrition et la santé générale va tranquillement merge. Ouais. Mais pour l'instant, à ce jour, c'est très obscur. C'est même pas des zones grises, c'est des zones noires. Là. Ouais, quasiment. Puis là, je divague un peu sur ce sujet-là, OK, mais il y a des études qui ont été faites qui sont incroyables, OK, excusez mon langage. Il faisait des tests chez du monde, mettons, là, quelqu'un qui a des gros troubles digestifs, des gros problèmes de santé, IBS ou des affaires comme ça, OK? Puis il faisait un fecal transplant d'une personne en super bonne santé, fait qu'il prenait les selles, OK, le caca d'une personne en super bonne santé, puis le transplantait dans l'intestin de la personne qui avait un intestin poreux ou peu importe, un trouble de irritable bowel syndrome.
Puis ça venait vraiment changer tous les troubles digestifs, en venant intégrer, dans le fond, le microbiome d'une personne en santé dans celui de la personne malade. C'est crazy. Puis je crois que ça a été fait aussi pour les fecal transplants, ont aussi été étudiés pour aider du monde en surplus de poids. Ouais, en perte de poids. C'est crazy. Puis là, on remarque ça, mais comme on n'a pas de mécanisme clair d'éclairer. Si oui, je suis pas au courant, ouais. Si oui, je suis pas au courant. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose au niveau de l'influence de ton microbiote sur ton système nerveux central et donc ton comportement. Donc, apparemment, qu'il y aurait un lien entre la diversité de ton microbiote puis ce que tu aurais envie de manger ou ton sentiment de satiété. Oui. Il faut pas oublier que c'est des hypothèses. Exact. Puis ton microbiote, ben, il a un impact direct sur ton système immunitaire. Ton microbiote a un impact direct sur ton cerveau. Il y a le gut-brain axis qu'il appelle, puis il y a vraiment un lien entre les deux, les productions de certains neurotransmetteurs et ainsi de suite. Fait que d'avoir un microbiome qui est en santé ou un microbiote qui est en santé a des impacts vraiment partout à travers ton corps. Mais encore une fois, c'est comment j'atteins ce microbiote-là en santé. Est-ce que c'est moi d'être en santé puis d'avoir un poids adéquat ou est-ce que c'est d'intégrer tous les aliments riches en probiotiques puis un paquet de fibres? Ça, honnêtement, c'est pas si clair que ça. En ce moment, je me penche du côté des deux. Fait que d'avoir une bonne composition corporelle, d'avoir une bonne santé, d'intégrer des aliments riches en probiotiques, de fournir des fibres pour nourrir ça. Fait qu'est-ce que je vois pas l'impact négatif de se pencher de ce côté-là en ce moment si le reste n'est pas clair. Ouais, il y a ça. Il faut pas oublier que même si on sait pas tout, on sait qu'il y a des choses qu'on peut faire qui ont plus de chances d'avoir des bénéfices qui ont de risques. Fait comme d'intégrer des fibres à mon alimentation. Ben, sur les fibres précisément, je crois que ça a été quand même bien établi dans la littérature que la plupart du monde, s'ils increase leur food intake de fibres, ça va avoir des effets bénéfiques sur leur santé. Mais c'est surtout que... beaucoup, les blood lipids, c'est quelqu'un qui a des hauts triglycérides ou taux de cholestérol vraiment élevé ou peu importe, ça peut avoir des impacts positifs de consommer plus de fibres. Mais c'est surtout que il n'y a pas beaucoup de risques non plus associés à ça. Comme de supplémenter en fish oil, si j'ai l'argent, je pense qu'il y a plus de chances d'avoir des bénéfices que de risques associés à ça. Fait comme, why not rendu là? Exact. Par contre, puis j'ai déjà fait partie de ce côté-là, c'est facile à overdo aussi. Hey, je prends un supplément de fibre, hey, je prends du gruau avec des graines de chia, des graines de lin, des ci, des ça. Fait que là, tu sais, c'est un excellent repas, mais si tu fais des méga quantités de ça pour augmenter des fibres, puis après ça, moi, quand j'étais vegan, je mangeais un repas, c'était une canne de black beans avec je sais pas combien de tasses de riz brun, plus des brocolis, plus ci, plus ça. Tu peux le overdo, puis le overdo is not better. Non, parce que là, tout le monde alentour de toi vont taillir parce que tu vas péter, tu vas sentir la merde. Ça, c'est les good old days. Oh, you've been there, Mark! Ça, c'est les good old days. C'est un peu comme la vitamine D. Je veux dire, tu pourrais te dire, c'est bon, tu peux en prendre beaucoup, puis il y en a qui vont penser que de caler leur supplément de vitamine D liquide, ça va être bon pour eux, parce qu'après ça, ils vont avoir des hauts stocks de vitamine D à long terme. Ouais, more is not always better. Puis, non, le poison est dans la dose aussi, pour toute bonne chose. Comme bien les choses. Toute bonne chose. Et juste pour comprendre, c'est quoi exactement, à quelle dose est-ce que il y a des effets néfastes ou dans quel range il faut se situer pour être dans un ballpark qui est safe. Intéressant. Vraiment. Fait que les fibres, est-ce que tu recommandes une take de fibres particulier? Est-ce que tu mets l'emphase là-dessus? C'est quoi ton take? Il y a des moments où est-ce que tu veux vraiment venir picky, puis soit picky ou te donner un overall idea au début, sur lequel tu évolues. Il y a des recommandations qui étaient qu'on utilisait pendant un moment de genre, on va viser environ 13 grammes de fibres par 1000 calories. C'est quand même complexe à calculer. Il faut que tu track, faut que tu sois précis, ainsi de suite. Fait que je veux dire, tu peux le mesurer si tu veux. Jusqu'à, si je me trompe pas, c'était jusqu'à 55 grammes chez les hommes. Okay. Puis j'ai eu une conversation il n'y a pas si longtemps que ça, avant les fêtes, avec un naturopathe. Puis on parlait de tout ça, justement, de santé digestive, de fibres, de ci, de ça.
Puis ce qu'il semblait dire, c'est qu'il pensait jamais dire ça de sa vie, mais que de plus en plus, il disait, tu sais, on n'a pas besoin d'autant de fibres qu'on a déjà pensé. Fait que d'en avoir, c'est bien, mais d'en avoir toujours plus, c'est pas nécessairement mieux. Puis il se penchait même à dire que, une autre affaire, il dit, je pensais jamais dire ça de ma vie, mais tu sais, il dit même les légumes, il dit, je pense pas maintenant qu'on a autant besoin qu'on a déjà dit. Mhm. Moi, je me penche encore du côté de recommander au monde d'en manger plus, c'est bien parce que le monde en mange juste pas ou pas assez en général. Ouais. Par contre, de toujours avoir plus de fibres, puis vraiment de faire toujours l'effort supplémentaire d'avoir plus de fibres dans ta diète, je suis pas sûr que ce soit tout le temps nécessaire. Exemple, quelqu'un de dire, bon, mais mon déjeuner, je vais prendre les toasts pain brun extra fibres, puis au dîner, je vais prendre le riz brun parce qu'il y a plus de fibres, puis tu sais, de toujours aller chercher l'option qui a le plus de fibres possible. Je pense pas que ce soit la solution non plus. Je pense qu'il y a un certain ballon à venir chercher là-dedans. Puis ce ballon-là va venir en mangeant une variété d'aliments qui sont des vrais aliments les moins transformés possibles. Euh, c'est un petit peu comme ça que je le vois en ce moment. Fait que, encore une fois, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Quelqu'un qui a un énorme appétit, qui a de la misère à gérer son appétit, des fois de manger un peu plus de fibres va l'aider, right? Quelqu'un qui a besoin de manger plus, qui aimerait essayer de prendre du poids parce qu'il pèse 132 livres puis va jouer au football collégial l'an prochain, puis il veut prendre du poids, ben peut-être que de manger plus de fibres va limiter son appétit. Fait que là, on va dire, OK, ben regarde, tu down un petit peu les fibres, il y a d'autres choses qui vont être plus prioritaires pour toi en ce moment selon tes objectifs. Fait que Mhm. c'est tout ça qui est vraiment à prendre en considération. Puis c'est pas comme un chiffre ou une ligne. Souvent, on parle de, mettons, 25 grammes par personne, 30 grammes par personne. Je pense que c'est un bon Donc, guideline sel- pour la journée. Si ça atteint quand même vite, si tu manges des fruits et des légumes. donc, selon toi, si tu manges diversifié, tu manges des sources de nourriture complètes, peu transformées, ça va être covered pretty much assez facilement et ça va être suffisant pour en retirer la majorité des bénéfices. Exactement. Même Exactement. chose pour les légumes. Légumes, Même, fibres. même chose pour les légumes. Puis, écoute, c'est je veux juste mettre ça en contraste, mais si je ne me trompe pas, dans la littérature scientifique, ce qu'on remarque, c'est lorsque quelqu'un qui mange une diète average, mettons average American diet, s'il se met à manger plus de fibres et plus de légumes, on voit qu'il y a un paquet de bienfaits. C'est-tu juste parce qu'il n'en mangeait pas pantoute avant? Est-ce que c'est juste parce que son alimentation va peut-être augmenter de qualité overall? C'est par quel effet tu crois que c'est équé? C'est drôle, hein, parce que pendant que tu parlais, je me suis demandé si cette semaine j'avais fait un story là-dessus, puis finalement, non, j'ai créé un post là-dessus qui va sortir dans une couple de semaines. Euh, mais pas sur les fibres, je le faisais par rapport à la viande rouge, ce post-là. Parce que les deux, je les mets un petit peu dans le même bateau si on a cette conversation-là. Ce que je veux dire par là, c'est si quelqu'un a une diète très average, le SAD diet, le Standard American Diet, qui est ce que la majorité du monde va C'est consommer. vrai que c'est sad. Ben, oui, absolument. OK. Puis je pense que dans un contexte de Standard American Diet, où, la diète contient plus d'aliments transformés, des aliments qui sont peut-être moins bons pour la santé, et ainsi de suite, je pense que d'augmenter le nombre de fibres est une bonne chose. Overall. Parce que, ben, probablement que même un supplément de fibres pourrait être intéressant pour la santé, pour venir balancer certains marqueurs dans le sang par rapport à les lipides et ainsi de suite. Probablement. OK. Mais par contre, si tu me dis, ben, ça, essayer de manger plus de fibres va faire que tu manges plus d'aliments, de fruits, de légumes, et ainsi de suite, ou de noix, ou d'avocats, ou peu importe, va augmenter le nombre de fibres, ben là, je vois l'impact positif. Probablement que ça aussi va faire que la personne, en général, va manger moins de calories, puis va avoir un poids corporel qui est plus bas, une composition corporelle qui est plus basse, qui ça va avoir des impacts positifs sur la santé. Euh, puis à partir de là, c'est vraiment ça la question à se poser. Puis le principe est le même pour la viande rouge. Je pense que quelqu'un qui mange le SAD diet, le Standard American Diet, devrait ou va avoir des impacts positifs sur sa santé à manger plus de fibres, puis à manger moins de viande. Yes, sûr, je l'ai dit, à manger moins de viande. Mais là, on parle de quelqu'un qui n'a pas nécessairement une bonne santé overall, une bonne santé cardiovasculaire, une bonne santé métabolique, puis que là, consommer plus de viande rouge, plus de cholestérol, plus de ci, plus de ça, peut avoir des impacts Plus de négatifs sur gras la santé. saturé. Plus de gras saturés, ça peut avoir des impacts négatifs sur la santé.
Mais la solution, pour moi, c'est pas... Le problème n'est pas la viande rouge, puis n'est pas le manque de fibres. Le problème Mhm. est la diète en général, puis la santé en général de la personne, qui, une fois que la santé est mieux, puis le poids de la personne est mieux, ben à partir de là, ces aliments-là sont absolument pas problématiques. Fait que c'est de prendre le contexte de tout ça qui est important. Fait C'est comme si on avait trop tendance à zoom in sur des petits facteurs, qu'on essayait de les isoler. Par le biais, on pense faire des études en isolant un facteur, mais sans s'en rendre compte, on touche un paquet d'autres choses. Puis, lorsque la santé générale des participants aux études s'améliore, souvent, le dénominateur commun, c'est juste une alimentation overall meilleure, puis un lifestyle overall meilleur. Puis encore plus de l'alimentation, c'est juste le poids. C'est juste le poids. De Hmm. la même façon qu'on parlait un peu plus tôt de la diète Twinkie ou la diète McDo, là. Ouais. Tu pourrais manger juste du McDo, juste des Twinkies, perdre du poids va améliorer ta santé. Straight up. Straight. C'est fou, là. C'est fou de se OK. dire ça, mais c'est vrai. J'ouvre une parenthèse. Puis on peut l'ouvrir et la fermer vite. J'entends souvent que l'obésité est une maladie, ou que le surplus de poids est une maladie. Il y en a qui disent que c'est un facteur de risque. Il y en a qui disent qu'il y a d'autres qui sont prédisposés à être obèses. Est-ce que le surplus de poids, c'est une maladie ou c'est un facteur de risque dans le sens que t'es pas en santé, donc tu prends du poids, donc ça affecte ta maladie? C'est-tu comment là-dedans? Là, on va se faire cancel. On n'a pas le droit d'avoir ces conversations-là. OK. J'ai Ouais. juste posé la question. Réponds-toi, fais-toi cancel. Moi, je pose juste la question. OK. Do it. OK. Encore une fois, c'est multifactoriel. Il n'y a pas juste une chose à prendre en considération. OK. Il y a moyen de peser un certain poids plus haut que genre un BMI de 25, puis d'être quand même en santé. Quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui a un bon lifestyle, ainsi de suite, c'est possible. Par contre, prove me wrong if you want, on debate me if you want, je pense pas, je suis convaincu que la perte de poids pour n'importe qui va améliorer, je veux pas dire pour n'importe qui, là, il y a des exceptions à tout, mais va améliorer les facteurs de risque de santé et ainsi de suite. Puis encore une fois, ça peut aller dans les deux sens. Ce que je veux dire, c'est il y a du monde qui sont définitivement plus prédisposés que d'autres avec des facteurs génétiques. Puis encore plus grand des facteurs génétiques, on parle souvent de nature versus nurture. Puis quand on parle de nature serait ta génétique, nurture serait genre ton environnement dans lequel tu as grandi, ta famille, et ainsi de suite. Puis je pense que ton environnement a un bien plus gros impact sur ton poids que ta génétique en tant que telle. Euh, L'exemple que je te donnerais, c'est un enfant qui est né de parents biologiques obèses, des jumeaux, mettons, là, des jumeaux qui sont nés de parents biologiques obèses, un qui grandit avec les parents biologiques obèses, puis l'autre, il est adopté par toi et Steph. Je mets Ouais. ma main au Il va feu être cote. que celui qui a été adopté par toi et Steph va être beaucoup plus lean, plus petit, peut-être en meilleure santé, et ainsi de suite. Puis ça, c'est la partie nurture, parce que c'est les jumeaux, ils ont exactement la même nature. Fait que est-ce qu'ils ont des prédispositions génétiques? Peut-être. Est-ce qu'ils vont avoir l'air de toi et Steph? Absolument pas. Mais je pense que ça, c'est un facteur. Puis celui qui grandit avec des parents qui euh, le souper, c'est on réchauffe une pizza au four, puis on boit ça, on prend ça avec un Pepsi. Ben oui, il y a la partie Puis on génétique. check Netflix en mangeant, on se dit pas un mot, puis on mange, puis on est inconscient. Exact. On snack. Exact. Fait qu'il y a cette partie-là que, puis là, tu vas me dire, ben oui, c'est génétique, mes parents sont gros. OK. OK. Mais pour de vrai, ça veut, tu sais, c'est vraiment ton environnement qui a le plus gros impact. Puis il y a plein d'études qui se font de cette façon-là, de genre, le monde, tu sais, exemple, toi, si tu me dis, OK, ben à partir de demain, là, tes 5 meilleurs amis, les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, sont obèses. Les chances que tu prennes du poids puis que pas que tu sois obèse, parce que honnêtement, pour toi, venir obèse, je pense que ce serait difficile. Là. Mais, mais
les chances que tu viennes obèse sont beaucoup plus élevées, puis c'est ton environnement puis le monde autour de toi qui ont le plus gros impact. Puis là, on parle de nutrition, mais il y a aussi tous les facteurs sociaux et ainsi de suite. Tu sais, tu parlais de, en écoutant Netflix puis en se disant pas un mot, ça a tellement un impact là-dessus. Tu sais, je veux dire, on parlait des Blue Zones, puis j'ai lu un livre récemment qui s'appelle Ikigai. Ikigai qui parle, si on veut, de... pourquoi j'ai un blanc? L'endroit L'endroit au Japon qui est le Blue Zone, pas J'ai Okinawa. oublié. Okinawa. OK, fait que ça parle de tout ce qui est Okinawa. Puis j'ai écouté l'autre documentaire sur les Blue Zones que j'oublie le nom, puis le documentaire est comme so-so. Il y a des parties qui sont excellentes, des parties qui sont moyennes, mais ce qui fait la plus grosse différence, c'est chez la santé du monde, puis la longévité du monde, c'est la partie de communauté, la partie d'aspect social, encore plus que la nutrition. Parce qu'il y a certains Blue Zones dans lesquels ils vont consommer un paquet de viande, il y a un paquet de Blue Zones qui sont végétariens ou véganes, il y a un paquet de Blue Zones qui vont consommer un paquet de fats, puis que, je te donne un exemple, en Grèce, ben, ils vont consommer full d'huile d'olive, puis de ci, puis de ça. Puis il y en a d'autres qui vont consommer un paquet de riz, puis de sources de carbs, puis de patates. Au Japon, j'oublie le nom de la patate, mais il y a un type de patate qui mange beaucoup, et ainsi de suite. Ce qui fait la plus grosse différence d'un point de vue santé, c'est fou de dire ça, là. Je pense vraiment que c'est tes connexions sociales encore plus que ta nutrition. Fascinant. Mon rank est fini. Je pense qu'on va fermer la parenthèse live. Parce qu'on l'a peut-être oublié, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est les glucides. Je pense que ça fait 30 minutes qu'on n'a pas parlé de ça. Mais c'est bien, c'est bien. C'est des belles conversations, c'est des bonnes conversations. Mais là, on n'a pas le choix, il faut ramener ça aux glucides. Ouais. Sinon, il va falloir changer le nom de l'épisode du podcast. Non, exact. Puis, je pense qu'on pourrait avoir un épisode complet sur ça, l'effet de ton environnement et de ta génétique, puis quelle partie réellement de ta génétique peut peut-être te prédisposer à prendre du poids plus facilement. C'est peut-être plus au niveau de ton appétit, c'est peut-être plus au niveau d'autres choses qu'on pense pas, qui n'est pas nécessairement au niveau du métabolisme. Mais il y a certains gènes qui vont avoir un impact, puis je suis pas... ce qu'ils disent souvent, c'est ta génétique load le gun, puis ton lifestyle pulls the trigger. C'est ton lifestyle qui shoot, que ce soit pour des maladies ou peu importe. On revient aux glucides. On a parlé de comment... On a parlé de fibres. On a parlé de comment exclure les glucides à certains moments pour favoriser d'autres aliments, pour stabiliser nos niveaux d'énergie. On a parlé de tout ça. On va à l'inverse. Quand est-ce ou de quelle façon je peux inclure peut-être une surcharge de glucides? Est-ce que c'est plus le soir, autour de l'entraînement, soit pour favoriser des changements de composition corporelle ou pour m'aider à performer quand je m'entraîne ou quand j'ai une game? Ouais, encore une fois, ça va dépendre d'une personne à l'autre, du contexte, puis de c'est quoi l'objectif réel. Est-ce que c'est d'un point de vue de prise de poids, prise de masse musculaire? Si oui, ben les glucides, ça a été prouvé. Une diète qui a plus de carbs va être meilleure pour gagner de la masse musculaire qu'une diète qui est low carb. Puis les carbs sont muscle sparing aussi. Fait que même dans un déficit calorique, les carbs peuvent être intéressantes pour protéger la masse musculaire. De la même façon que, exemple, tu t'entraînes à jeun, puis tu dis, regarde, moi, je vais prendre des carbs pendant mon workout. Ben, tu n'as pas besoin de prendre de BCAAs pour l'anticatabolisme. Les carbs sont muscle sparing aussi. Anyways. Je pense que les carbs peuvent être vraiment intéressants dans le contexte de beaucoup de monde, surtout des athlètes. Je pense que plus tu es actif, plus tu vas bénéficier de consommer beaucoup de carbs. Encore une fois, combien, ça dépend de tous et chacun. Tu sais, un des autres podcasts que je suis, ça s'appelle le Mark Bell Power Project, puis ils ont été cancelled pendant quelques jours. Là, ils se sont fait supprimer leur channel. Le channel a juste disparu, puis là, ils ont comme... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas grand-chose, honnêtement. Tu sais, ils n'ont pas eu d'avertissement ou rien, puis un matin, j'ai commencé à écouter l'épisode qui en parle. C'est comme pas clair pourquoi ils ont été cancelled. Anyways. C'est fou, là, ils ont été bannis de YouTube, ils ont essayé de se connecter, ils ne savaient pas, ils ont reçu rien, ils essayaient de se connecter sur leur compte YouTube. C'est comme j'arrive pas à me connecter, ils réessaient le mot de passe, ça marche pas. Là, tu vas sur YouTube, tu googles Mark Bell Power Project, puis il est comme fuck, le channel, il est plus là, il texte les autres boys, il est comme guys, the channel's not there anymore. On a 1000 épisodes de fait, on vient de tout perdre. Puis, tu sais, pour eux, c'est énorme, là. Puis, en tout cas, finalement, they're back.
ce que je disais, c'est des gars, des gars de ça, il s'appelle Nsima Enyang, puis le gars, c'est un fucking monstre. Il doit faire 6 pieds 2, 6 pieds 2, il pèse 255 livres, naturel, là. C'est une des choses qu'il promouvoit. L'autre, les deux autres ne le sont pas, puis ils le disent ouvertement. Lui, c'est juste un freak génétique. Puis il dit, ça arrive quasiment pas des journées où est-ce qu'il mange 200 grammes de carbs. Là. Puis, fait que t'as pas besoin de ça pour être jacked. Lui, c'est un freak génétique, là, comme, tu le regardes, t'es comme, bro, what the fuck. Anyways, tout ça pour dire que de consommer plus de carbs qui vont t'aider à augmenter ton apport calorique de la journée, ça peut être excellent. Puis ça peut servir comme source d'énergie à l'entraînement, right? Par contre, faut pas non plus se dire que tu as besoin de carbs pour performer à l'entraînement, tu sais. Bam, combien de fois tu t'es entraîné à jeun puis tu as eu des vraiment bons workouts? Très, 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 très souvent. Toute Right? mon université. J'ai même pratiqué à jeun. Puis tu avais de l'énergie pareil, tu sais, t'avais pas un J'avais de crash. l'énergie pareil, non. Est-ce que je conseille à un athlète de le faire? Pas particulièrement. Mais mon point, c'est de prouver que c'est possible et que tu n'as pas besoin de carbs nécessairement tout le temps avant de t'entraîner. Puis ça va dépendre du type d'entraînement, right? Tu me dis un bodybuilder de 250 livres qui va puis va faire des gros trainings, des paquets de volume, bien des séries, bien des reps, des drop sets, des trucs qui sont vraiment plus glycolytiques. Cette personne-là va vraiment bénéficier d'intégrer des carbs peut-être avant puis pendant. Ensuite, il y a des gars qu'on coach que c'est pas ce qu'ils font comme training, mais d'intégrer des carbs avant puis pendant, c'est super utile parce que à some point, il faut les fitter à quelque part dans la journée, puis les fitter autour du training, c'est une bonne affaire parce que là, ils vont être utilisés là comme substrat d'énergie. Ils seront pas juste élevés dans ton corps puis floating there, right? Donc, à ces il y a moments-là, quelque chose aussi pour la resynthèse du glycogène. Là. Comme ce qui ressort dans la littérature par rapport aux consommations de protéines pour ta récupération, c'est que le timing ne serait pas tant important. Puis comme ça a été highlighté très récemment avec une étude qui sur le intermittent fasting et les gains en entraînement, puis comme quoi leur synthèse, leur total muscle protein synthesis était aussi haute que ceux qui mangeaient plusieurs fois par jour. Mais il y aurait quelque chose par rapport aux glucides pour t'aider à le restocker en tant que glycogène. Donc, protéines, moins important sur le timing, de ce que j'en comprends récemment, mais au niveau glucides, autour de ton training, ça serait vraiment plus intéressant. Surtout si tu as plusieurs trainings dans la journée. Mais autant les glucides que les protéines, la chose la plus importante reste le total de ta journée. Right? C'est comme ça reste ça le facteur le plus important. Après ça, d'en avoir, puis d'un point de vue resynthèse du glycogène, le but souvent d'avoir des carbs, par exemple, après l'entraînement, nous autres, à peu près tout le monde qui on va dire, OK, ben go, post-workout, ils consomment des carbs, utilise les 4 R du recovery, fait que rebuild, refuel veut dire les carbs, rehydrate puis relax. C'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Puis, à partir de là, c'est intéressant parce que de resynthétiser ton glycogène après l'entraînement va aider à ta récupération de ton training, puis va aider à tes futures performances parce que c'est important d'avoir des réserves de glycogène. Tes réserves de glycogène n'ont pas besoin d'être top, genre loadé pour performer. Surtout dans un effort qui, tu sais, je veux dire, tu me dis que tu t'en vas faire le Tour de France, là, je vais dire, OK, ben, man, l'autre, tu sais, assure-toi d'avoir les meilleures réserves possibles, puis consomme des carbs tout le long parce que, mec, tu frappes un mur, tu frappes un mur. Versus, là, tu t'entraînes, puis si, mettons, tu vas t'entraîner à jeun ce matin, puis tu as consommé des carbs hier soir au souper, tu vas être correct. Là. Je veux dire, tu vas avoir assez de glycogène dans tes muscles. Tu vas pas déployer tes réserves de glycogène juste à aller lift. Absolument. Même si tu lifts très intense. Exact, absolument. C'est une situation pour un joueur de foot que là, il risque de déployer ses réserves de glycogène peut-être training camp ou même une game. Deplete, je pense pas. Diminuer, absolument. Mais deplete, je pense pas. Parce que l'autre chose qu'il faut se dire, c'est que faut le voir un peu avec les sources d'énergie, les substrats énergétiques, right? Comme un effort ou un jeu de foot, même, ça dure combien de temps? Ça dure 5 secondes max. 10 secondes max. 10 secondes, t'as un kick-off avec un pas pire retour, mettons. Là, je veux dire, t'as un long passing play. Bon. Ouais. Exact. Mais ça arrive, mais... C'est plus rare. C'est comme... plus ça rare. doit être 5 secondes de moyenne pour eux. Puis à partir de là, le QB Scramble, on prend l'exemple du QB Scramble, le jeu va durer 10 secondes. Mais sur le 10 secondes, il y a le premier 4 secondes où est-ce qu'il est bout dans le pocket, puis c'est pas un gros effort pour lui, par exemple.
ce qu'il faut pas oublier, c'est que des efforts qui sont aussi courts puis aussi intenses que ça, ben la source d'énergie première, c'est même pas le glycogène, right? On a comme tout le temps, on voit tout le temps les fameux graphiques là, avec genre par temps d'effort et ainsi de suite. Là. Le Ouais. temps va avec l'intensité, mais le substrat énergétique, là, tu fais un sprint, là, un 40, là, bam, là. C'est quoi le substrat énergétique que ton corps va utiliser pour ton 40? Ça va être ta créatine phosphate. Boum! OK? Puis après ça, ton corps va utiliser un peu les glucides pour resynthétiser cette créatine phosphate-là. Euh, va utiliser tes stores de créatine, là, mais sur des efforts qui sont répétés, ainsi de suite, les carbs vont être utiles pour resynthétiser l'énergie Ouais. parce que ça reste que c'est pas juste stop. Fait que là, c'est pas créatine phosphate, revenant avec la créatine, ainsi de suite. Il y a des efforts qui sont intermittents, puis à un certain moment, les glucides sont utilisés pour resynthétiser l'énergie. Okay? Puis c'est Ben pas oui, un surtout système d'énergie tes... qui est utilisé, puis Non, après c'est l'autre, puis après c'est l'autre. non, Par surtout contre, si c'est un effort répété, puis surtout si tu as un repos incomplet, exact. même si ton effort est juste de 10 secondes, plus tu vas avancer dans tes intervalles, plus les autres systèmes vont embarquer pour t'aider à Exact. supporter La ce production dans système-là. ce Ou système. éventuellement, tes réserves de créatine, ben, tu n'es plus capable de les régénérer, donc il faut qu'il y ait d'autres choses qui embarquent. Mais tu risques d'avoir une diminution de ton power output. Exact. Ton Mais tout ça football pour dire, canadien, ça arrive. Là, tu le sais. Là. Début de drive, fin de drive, tu pas le même speed, c'est pareil. normal. Ah non, c'est pas pareil. Mais tout ça pour dire que le jeu de football moyen va pas dépléter tant de glycogène que ça dû à la nature de l'effort. Puis on le voit beaucoup dans les sports intermittents, les sports d'équipe, right? C'est vraiment pas la même demande que quelqu'un qui ferait un sport où est-ce que l'effort est plus long et plus soutenu, tu sais, à Du une hockey, intensité. mettons. Du hockey, mettons. Tu sais. Fait que ça reste que c'est différent d'un sport à l'autre. Puis est-ce que en game de foot, je conseillerais de avant, peut-être pendant, oui, puis ainsi de suite, de consommer des carbs? Absolument. Je pense que ça peut être bénéfique pour tes performances. Surtout que, tu sais, si tes réserves de glycogène, mettons, sont pleines à 40%, mais tu n'auras pas les mêmes performances que s'ils sont pleines à 100%. Ça, Non. c'est un fact. Par contre, s'ils sont pleines à 90 ou à 100, tes performances vont être à peu près les mêmes. Puis, tu sais, le but, c'est juste de ne pas arriver à un point de diminution des performances. C'est ça l'objectif. Fait à ce moment-là, d'intégrer des carbs là, en circulation, pour utiliser rapidement comme source d'énergie, peuvent être intéressants. Tu vas pas déplier, mais tu as intérêt à inclure les carbs pre, intra, puis post training camp. Un, pour ta récupération. Puis deux, juste pour t'assurer de ne pas avoir une diminution de ton output max. Puis, je veux dire, c'est quoi les risques de consommer des carbs autour de ces entraînements-là puis ta game? Je pense pas qu'il y en a énormément, à moins de prendre tellement de carbs que ça nuit à ta digestion et que Mm-hmm. là, tu as des problèmes t'as des symptômes ou t'as des inconforts digestifs durant ta game, là, ça devient déconcentrant. Exact. Parce que trop de Sinon, je carbs pense d'une pas. shot va venir avec Ouais. une certaine rétention d'eau dans le système digestif, puis ça, c'est pas, tu sais. Mais je pense que si tu consommes une quantité raisonnable de carbs, pre-intra, ta game, tu vas éviter ça, puis Mm-hmm. tu vas reap les benefits de l'utilisation de tes glucides, Exact. soit sur l'effet de ta récupération entre tes séries ou entre tes jeux ou sur l'effet de la resynthèse de glycogène, garder tes stores de glycogène élevés durant ta game. Exact. Où est-ce que ça vient problématique, à mon avis? C'est des athlètes ou non-athlètes qui voient chacun de leur entraînement comme la performance de leur vie. Fait qu'avant chacun des entraînements, ils vont manger un shitload de carbs, vont prendre un shitload de carbs pendant l'entraînement, puis ils vont prendre un shitload de carbs après l'entraînement. C'est pas tout le temps nécessaire, puis c'est là où on va voir un phénomène de spillover, où est-ce qu'à un moment donné, ça va te mener à un apport calorique beaucoup plus élevé. Je veux dire, tu te claques un paquet de carbs avant, tu Ouais. bois 50-70 grammes de carbs pendant ton entraînement, puis après, tu te claques 150 grammes de carbs post-workout, à un moment donné, tu vas juste trop en consommer, ça va mener à un spillover, un surplus qui va être calorique dans ta journée, puis là, va te mener à un fat gain qui va nuire à ta composition corporelle. Si par contre tu me dis, ben, tout ça se fait en respectant mes macros, mon apport calorique, ben, il n'y en aura pas de problème. T'sais. Fait que c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que souvent, surtout quand c'est des carbs qui sont liquides, qui sont
qui sont des glucides simples, qui sont faciles à consommer, et ainsi de suite, ben c'est facile à overdo. Je veux dire, verre de jus, là, ça se claque vite, là, un verre de jus, puis un bol de Rice Krispies, ça se claque vite, puis tu mets du Pentacarb ou de la maltodextrine ou peu importe, tu mets 70 grammes pendant ton entraînement. Après ton entraînement, tu n'as pas moins faim, puis tu ne dis pas, j'ai moins besoin de consommer de carbs, je n'ai pris pendant. C'est là où ça devient vraiment facile à overdo. Puis à mon avis, c'est là où le challenge est réellement. Dernier point, puis je pense qu'on va arrêter après, mais est-ce qu'il y a un avantage à backloader les carbs à ton dernier repas de la journée, peut-être 2 ou 3 heures avant l'heure à laquelle tu te couches? Tu sais, j'ai déjà entendu des histoires comme quoi c'est un précurseur de la sérotonine qui t'aide à t'endormir par la suite. Est-ce qu'il y a un avantage là ou sinon c'est autre chose? Ça va dépendre d'une philosophie puis d'une personne à l'autre. Pas tout le monde est d'accord. Puis une conversation que j'avais avec Phil Smith, c'est oui, ça peut avoir un impact. Par contre, faut pas que ça vienne au détriment de je underfuel un athlète en limitant juste en soir. Quelqu'un qui dit je mange juste mes carbs le soir pour tes impacts sur certains neurotransmetteurs et ainsi de suite, puis fait que tu n'en consommes pas assez à travers la journée, là on pourrait avoir un problème. Par contre, à mon avis, à moi, puis c'est pour ça que souvent on va les mettre en soirée puis on va les mettre post-workout, il y a 2 choses vraiment intéressantes avec les carbs dans mon avis. Le premier, tu l'as dit, c'est un précurseur à la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui te fait sentir bien, qui te fait sentir relax. Fait que ça peut t'aider à relaxer en soirée puis aider avec la qualité du sommeil. Parce que la sérotonine est aussi un précurseur à la mélatonine, qui peut avoir des impacts positifs sur la qualité du sommeil. Fait que ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que les glucides, une des autres raisons pourquoi ils sont intéressantes autant post-workout qu'en soirée, c'est qu'ils ont un impact, le bon terme scientifique, c'est-tu positif ou négatif, là, mais à mon avis, c'est positif, par contre, un impact négatif sur le cortisol qui va limiter, tu sais, qui va un peu blunter la production de cortisol, qui va aider à comme redescendre le cortisol. Puis ça, c'est quelque chose que les carbs vont être capables de faire. Ce qui est quelque chose que tu veux faire, à mon avis, après t'entraîner ou en soirée quand vient le temps de relaxer et de chiller. Encore une fois, est-ce que consommer 20 grammes de carbs provenant d'une pomme en dessert de ton dîner va faire que tu n'as pas de cortisol et que tu n'as pas d'énergie de l'après-midi? Non, je pense pas. Mais d'avoir des plus hautes quantités en soirée, je pense vraiment que ça peut être intéressant pour cette raison-là. Ensuite, d'un point de vue composition corporelle, c'est pas ça qui va faire la différence. Si ça fait pas de différence sur ton apport de la journée, right? Si toi, consommer plein de carbs le matin fait que ton appétit est plus instable, tu manges plus, puis tu grignotes plus à travers la journée, là, des backloadés peut avoir un impact positif, intéressant sur ta composition corporelle, surtout si ça aide la qualité de ton sommeil, qui a ça réellement un impact sur ta composition corporelle aussi, parce que ton sommeil a un impact définitif là-dessus. Fait que c'est de cette façon-là, je le vois, c'est de cette façon-là, je l'utilise dans moi personnellement, puis avec plusieurs athlètes, on voit des bons résultats à backloader les carbs, pas nécessairement pour l'impact de body count, mais pour le fait que c'est plus facile. Ça. Good stuff. Good stuff. Je pense que c'est le temps de wrap it up. Puis, le thème, je pense, de l'épisode, c'est perdez pas de vue le big picture en essayant de zoom in sur des détails. Gardez le tout en tête plutôt que de focus et d'essayer de trouver un élément ou un macronutriment comme étant coupable à tous vos problèmes. Puis le dernier thème qui ressort, c'est écouter le MVP Performance Podcast. Vous allez en apprendre énormément. Peace! Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.